Merci Annick, merci Christine, Cécile pour l'organisation. Je voulais aussi remercier Isabella pour Jump, qui est un forum dans lequel je trouve on creuse vraiment avec beaucoup de subtilité la question de la mixité. L'Observatoire de la mixité est une initiative qui est née fin 2015 et je vais effectivement vous présenter en primeur aujourd'hui les premiers résultats qui sont encore à l'état de brouillon, mais on pensait que c'était le lieu idéal pour commencer à en discuter. L'Observatoire de la mixité, c'est un think tank pour un progrès durable de l'équilibre femmes-hommes. Les participants à ce think tank, qui est parrainé par Michel Landel, je vais les nommer parce que ça a été énormément de travail depuis la fin 2015. Ça a été 7 réunions, beaucoup de travail en parallèle. Donc il y a Viviane de Beaufort, Ingrid Bianchi, Arnaud de Bresson, Agnès Bricard, Armelle Carminati, Clara Guémard, Brigitte Grésy, Caroline de la Marnière, qui est la présidente fondatrice de l'Institut du capitalisme responsable, sous lequel le think tank fonctionne, et qui est également copilote de l'Observatoire de la mixité avec moi. Nous avons également Daniel Lebègue, Christina Lunghi, Marie-Hélène Marot de Priester, Laurent Saint-Martin, Agnès Touraine, Olga Trostiansky, Hélène Valade et Sophie Vernet. Nous avons également travaillé avec des sociétés qui sont des groupes, des entreprises qui ne se revendiquent pas nécessairement irréprochables, mais qui sont en chemin, qui sont en recherche et qui ont des idées pour résoudre le problème de la mixité. Notre objectif, donc ce sont Carrefour avec Mathilde Tabary, Engie avec Elisabeth Richard, Sanofi avec Alexandra Roca, Sodexo avec Michel Landel et Suez avec Nicole Well et Frédéric Raoult. Donc notre objectif a été de réfléchir à ce qui pouvait faire avancer la mixité. Je ne reviendrai pas sur le constat, puisqu'il a déjà été fait depuis le début de cette section, depuis le début de la journée. Donc nous connaissons tous le constat. Les choses n'avancent pas assez vite. Enough is enough. Alors, la question que nous sommes posée au début de nos travaux, étant donné que l'on travaille sur le sujet depuis plus de 15 ans, est-ce que les mesures qui ont été choisies à l'intérieur des sociétés, ces mesures-là seraient-elles inadaptées dans l'ensemble des mesures qui existent possibles? Finalement, choisit-on des mesures qui ne sont pas les plus efficaces? Et quand on a choisi une mesure qui, en principe, est efficace, est-ce que, par hasard, la mise en œuvre elle-même a péché? La mise en œuvre n'a pas été assez précise, peut-être subtile, et n'a pas apporté les fruits que l'on attendait. Donc ça a été ça notre constat. Et on s'est dit, à partir de ça, eh bien, travaillons et parmi l'ensemble des mesures que l'on connaît, essayons de sélectionner avec l'expertise qui nous anime, l'expérience des groupes, eh bien, choisissons les quelques mesures, pas plus de 5-6, et créons une sorte de boîte à outils, puisqu'on parle de boîte à outils aujourd'hui. Quelle est la boîte à outils? Quelles sont les mesures qui fonctionnent d'expérience? Et pour chacune de ces mesures, quelles sont les recommandations de mise en œuvre? Rapidement sur la méthode, alors voilà, beaucoup de réunions. On a chacun des intervenants a été interviewé de manière individuelle avant de passer aux séances de groupe. Et puis nous sommes partis à l'origine. Nous sommes partis. Je parlais très fort. Donc nous sommes partis à l'origine de 32 mesures et pour arriver. Merci. Ah, ça c'est. De 32 mesures. Alors vous imaginez, vous connaissez ça aussi bien, mieux que moi, les mesures qui existent, c'est l'engagement du patron, c'est le coaching, le mentoring, etc. Donc on parle de ça. Parmi l'ensemble de ces mesures, on s'est attelé à réfléchir, eh bien cette mesure-là, est-ce qu'elle a vraiment un impact? Elle a un impact, mais est-ce que son impact est plus important que cette autre mesure à laquelle on pense? Voilà, donc ça a été beaucoup de brainstorming, beaucoup de travail, de discussions vraiment, vraiment passionnantes. Personnellement, j'ai appris énormément de choses. Et avant de passer aux résultats, quelques mots sur la philosophie. Nous sommes très humbles. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de groupes qui travaillent à cette même question. Donc, c'est un document de travail qui n'est pas définitif. On veut que ce soit une boîte à outils qui soit diffusée à toutes les entreprises qui ont commencé ou pas à mettre en place une démarche mixité. Et
qui s'interrogent sur les méthodes qui sont les plus efficaces, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la mixité et qui aimeraient donc, tant qu'à faire, s'attaquer tout de suite à ce qui est plus efficace. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'humilité dans l'Observatoire de la mixité. On entend que la mixité est un sujet extrêmement complexe. Donc, nous n'avons pas du tout l'ambition d'être totalement exhaustif. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'idée ensuite, une fois que ce sera diffusé, c'est d'en faire un document de travail avec tous ceux qui ont envie d'y participer pour l'améliorer et le rendre encore plus efficace au fil du temps. Alors, quelles sont ces 6 mesures que l'on préconise, qui, d'après nous, sont les mesures les plus efficaces? Alors, quand vous allez les lire, vous allez vous dire, eh bien, il n'y en a aucune qui soit vraiment nouvelle. Effectivement, il n'y en a aucune qui soit nouvelle. Nous n'avons rien inventé. Ce que la valeur de cette boîte à outils, c'est la synthèse et peut-être un certain ordre de priorité aussi dans certaines de ces mesures. Première mesure, l'engagement du dirigeant. Je reviendrai sur chacune ensuite. L'engagement du dirigeant, de la dirigeante. Cette première mesure, contrairement à toutes les autres, c'est la mesure sine qua non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un engagement du dirigeant, il n'y a pas de mixité possible dans la durée. Il peut y avoir des actions qui ont une certaine efficacité, mais notre observation, c'est que si le dirigeant ou la dirigeante n'est pas très engagé sur la question de la mixité, eh bien, toutes les autres actions seront sans effet. C'est ce que l'on pense. Ensuite, établir ou opérer un changement de culture durable de l'entreprise vers une culture de l'inclusion, une culture accueillante. Je reviendrai sur ce que l'on entend par là. Et ça aussi, c'est afin de rendre les efforts pour la mixité durable, il faut que la culture de l'entreprise change. Il faut que le terrain, finalement, sur lequel on évolue, sur lequel on travaille, change. Troisième point, troisième mesure, prendre en compte la différence entre les cycles de carrière féminins et les cycles de carrière masculins. Qu'est-ce que cela veut dire en 2 mots? C'est, je pense que vous le comprenez très bien, mais nous avons, nous les femmes, des cycles différents, notamment à cause de la maternité, et qu'il faut absolument que ces cycles soient pris en compte dans les process de l'entreprise. Je reviendrai sur ce que cela signifie dans les détails, dans la mise en œuvre. Ensuite, avoir des objectifs mixité précis et ambitieux. Et nous allons même au-delà, nous pensons qu'il faut avoir un certain système d'indexation des bonus sur l'atteinte de ces objectifs. Avoir un tableau de bord des indicateurs mixité, un tableau de bord qui soit largement partagé à l'intérieur de l'entreprise, facilement accessible, j'y reviendrai également. Et enfin, aller vers un langage qui soit inclusif. La question du langage est primordiale. On peut avoir des ambitions et beaucoup de convictions. Ce dont on s'aperçoit, c'est que si on n'utilise pas les bons mots face au bon public, c'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire, un type de vocabulaire qui s'adresse particulièrement aux hommes, particulièrement aux femmes. Il y a aussi le fait que la presse doit être très prudente si elle ne veut pas saper toute initiative mixité. Et nous avons quelques idées et on s'inspire également de travaux déjà existants. En deuxième étape, la mise en œuvre. Alors, je vais vous épargner la lecture exhaustive de tout cela. Le document sera disponible sur le site de l'Institut du capitalisme responsable. Simplement quelques mots sur l'engagement du dirigeant, l'engagement fort du dirigeant ou de la dirigeante. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi a-t-on pris tant de soin à définir pour chacune des mesures comment cela se déclinait? C'est parce que l'on pense qu'il y a toujours beaucoup de subtilité dans la question de la mixité et que quand on dit engagement fort du dirigeant, ça peut vouloir dire énormément de choses. C'est-à-dire que certaines personnes, certaines entreprises vont imaginer, ou certains dirigeants vont penser qu'une intervention de temps en temps sur ce sujet-là montre un engagement. Non, un engagement fort, c'est autre chose. Alors là non plus, nous ne voulons pas être donneurs de leçons, nous faisons juste des constats. Un engagement fort, c'est tout d'abord l'inscription de la mixité dans la stratégie de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des propositions.
l'exemplarité, voire l'intransigeance de la dirigeante ou du dirigeant sur son vocabulaire, sur son attitude dans les nominations qu'il ou qu'elle prononce. Ensuite, la nomination par le dirigeant d'une personne en charge de la mixité, et que cette personne est une position significative, ça n'est pas facile. Hein. Tout ce que l'on écrit ici ne sont pas nécessairement des choses faciles, c'est une sorte de direction vers laquelle on imagine qu'il faudrait tendre. Donc nomination d'une personne qui soit au COMEX ou au COMEX élargi et qui ait un titre qui a un sens, en tout cas qui a de l'importance au sein de l'entreprise. Va avec cela l'attribution d'un budget significatif pour la mixité. Je pense que nous sommes tous convaincus ici, mais c'est un point extrêmement important. S'il n'y a pas de moyens pour dérouler les quelques mesures, par exemple, dont on parle ici, on ne peut aller nulle part. L'inscription régulière de la mixité à l'agenda des comités exécutifs, le recours à une formation du COMEX, enfin du dirigeant et du COMEX à propos de la mixité, la production d'un chapitre sur le lien entre mixité et performance dans les publications institutionnelles, et enfin un plan de communication interne et externe, donc ponctué de prises de parole, et cela, ça peut être tout à fait discuté avec la com. Combien de fois par mois ou par an doit-on s'exprimer pour estimer avoir un impact? Donc ça, c'était pour l'engagement du dirigeant. La deuxième mesure, opérer un changement durable de culture d'entreprise. Donc comment changer le terreau sur lequel on évolue pour que l'entreprise devienne accueillante, bienveillante, qu'elle voit un intérêt au développement de la mixité. Et évidemment de toutes les diversités, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est la mixité, mais c'est aussi ce même terreau qui va accueillir les autres diversités. Donc, comment opère-t-on ce changement de culture? C'est par une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Donc, il ne s'agit pas juste de former le management ou le top 100 ou le top 300. Il semblerait, d'après les observations que l'on a faites, que le vrai impact, il arrive quand l'ensemble des collaborateurs a été formé aux questions de mixité. Nous proposons plusieurs thématiques à traiter, qui sont toutes importantes. D'abord, les 3 justifications de la mixité. Alors, effectivement, on peut justifier la mixité par l'argument de performance. C'est un argument qui fonctionne souvent, mais l'argument de performance ne fonctionne pas avec tout le monde. J'ai une anecdote là-dessus. J'étais invitée récemment à présenter le livre « Mixité quand les hommes s'engagent » dans une entreprise d'ingénieurs qui va très très bien, hein, dont la performance est au top. Et c'était le réseau de femmes de l'entreprise qui était là, et elles font le constat que finalement cet argument-là ne fonctionne plus à l'intérieur de cette entreprise, parce que on ne va pas avoir davantage de performance avec la mixité, on est déjà au top et notre progression est comme ça. Donc il y a d'autres, parfois, selon le contexte, selon le public, d'autres arguments à utiliser. Donc l'argument éthique, et l'argument RSE, le rôle RSE de l'entreprise sont également d'autres arguments que l'on peut utiliser. Et alors évidemment, les thèmes à aborder, les stéréotypes, les biais décisionnels, les freins féminins, etc., le business case de la mixité, le sexisme ordinaire, le sexisme bienveillant, et puis ce qui est important, on pense aussi, c'est la valorisation des rôles modèles à l'occasion de ces séances, des rôles modèles féminins à l'intérieur de l'entreprise, et également des rôles modèles masculins d'hommes qui sont engagés ou qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Alors, le format, on préfère que le format soit durable, original. Mesure 3, je vais accélérer. Donc, prendre en compte, ça c'est une mesure très très importante, prendre en compte la différence entre les cycles de carrière féminins et cycles de carrière masculins. Une sensibilisation des RH aux problématiques différenciées entre les hommes et les femmes sur l'équilibre vie pro, vie perso, les cycles de carrière, c'est-à-dire que le temps de carrière décalé des hommes et des femmes, ça a des conséquences sur comment on définit l'âge
auquel on est éligible au pool de high potential, par exemple. Et puis, il est intéressant aussi d'étudier la pyramide de présence des femmes à chaque étage de l'entreprise et d'étudier pourquoi il y a une déperdition à quel étage et comment on peut aider les femmes à chacun des étages. Avoir des objectifs mixité précis et ambitieux. Nous faisons une recommandation sur certains KPI à conserver et surtout à diffuser largement dans l'entreprise pour que chacun soit conscient de l'évolution du sujet. Oui, ça c'était le tableau de bord et ceci c'est donc des objectifs mixité sur lesquels on peut indexer la rémunération, la partie variable du salaire. Et enfin, aller vers un langage inclusif, c'est faire attention aux mots que l'on utilise, au ton que l'on utilise, coacher les médias pour que leur langage ne soit pas contre-productif, plutôt utiliser mixité que féminisation, qui peut parfois être un peu anxiogène pour les hommes notamment. Donc utiliser une stratégie de main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire on sait exactement là où on veut arriver, mais peut-être qu'il y a des mots qui sont plus adaptés que d'autres. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire avec cette boîte à outils, c'est la diffuser. On aimerait la partager avec les organisations professionnelles, en discuter également avec la nouvelle secrétaire d'État et voir de quelle manière le monde du business peut s'emparer de ces mesures, de cette boîte à outils. Et je vous invite d'ailleurs, vous, les premiers et les premières, si vous avez envie de vous associer à cette initiative, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.